Une fois nous déterminons la méthode de sondage, nous passons à la détermination du contenu des questions individuelles. Et donc, comment nous allons poser la question. D'une manière générale, nous avons deux manières de poser les questions. Nous avons des questions fermées et des questions ouvertes. On les appelle aussi questions structurées et des questions non structurées. Les questions fermées ou structurées, c'est-à-dire ce sont des questions qui sont posées sous une forme connaissable. Et donc, nous savons préalablement quel est le type de question qu'on va poser. Et donc, on pourrait prévoir quel type de graphique ou quel type d'illustration nous allons utiliser, ou alors quel type de statistiques nous allons pouvoir opérer sur cette question-là. Et donc, nous avons plusieurs questions fermées, des questions à réponse unique, des questions à réponse multiple, des questions ordonnées, où il y a un effet d'ordre, ou des questions sous forme d'échelle. Pour les questions ouvertes, ce sont des questions qu'on appelle non structurées. Et donc, c'est lorsqu'on donne la liberté au répondant de répondre avec la forme qu'il souhaite, soit d'une manière textuelle, soit d'une manière numérique. Et donc, j'avais dit soit d'une manière ouverte, soit d'une manière fermée. Là, j'illustre par des exemples. La manière ouverte, on la pose, oui, mais il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire, dans un questionnaire quantitatif, il faudrait que la majorité des questions soient des questions fermées et non des questions ouvertes. Pourquoi? Parce que si nous posons une question d'une manière non structurée, on aura un problème de codage de cette donnée ultérieurement. Imaginons que nous aurions 1200, 1400, voire même 2000 répondants et que nous avons 3, 4 ou 5 questions qualitatives comme ça, c'est-à-dire des questions ouvertes de cette manière. Eh bien, imaginons le temps que cela va prendre de codifier ces informations-là, repérer les redondances et transformer ces questions en graphique. Et donc là, vous voyez que les questionnaires quantitatifs ne doivent pas contenir beaucoup de questions ouvertes. Donc pour les questions fermées, nous avons plusieurs formes de questions. Nous allons commencer par la question dichotomique ou trichotomique. Les questions dichotomiques, c'est lorsque nous présentons deux modalités mutuellement exclusives, c'est-à-dire lorsque le répondant va choisir entre la première et la deuxième, il ne peut pas choisir les deux à la fois. Ou alors, elles sont trichotomiques lorsque nous avons trois modalités, oui, non et je ne sais pas. Donc moi, je pourrais proposer différents types de modalités possibles. Homme, femme, oui, non, achète, n'achète pas, client, non, client. Donc généralement, l'objectif de ces questions-là est de scinder l'échantillon en deux ou en trois, et généralement, on les utilise comme questions filtres. Nous avons aussi les questions polytomiques. Alors, pour les questions polytomiques, c'est lorsque nous avons plusieurs modalités de réponse. J'ai mis à droite, vous remarquez sur View, c'est juste la source de ces illustrations. Malgré que nous avons eu beaucoup de références, mais certains sites web ont présenté les choses d'une bonne manière, et donc il faut citer nos références aussi. Et donc pour les questions polytomiques, nous avons des questions à une seule réponse possible. Soit ce sont des questions de sélection, soit ce sont des questions à réponse unique, ou alors nous avons des questions à plusieurs réponses, c'est-à-dire plusieurs réponses sont possibles. Là, nous avons des possibilités d'énumération lorsqu'ils ont des alternatives ou alors lorsqu'ils ont des choix multiples. Et donc, d'une manière générale, nous recommandons d'utiliser surtout les questions à une seule réponse possible. Pourquoi? Parce que les questions où il y a plusieurs réponses possibles vont poser des problèmes de traitement statistique parce que chaque répondant va donner plus d'une réponse et donc ça va être un problème de taille d'échantillon. Et donc, je vais avoir une taille d'échantillon représentée par autant de modalités. C'est-à-dire si j'ai 1000 répondants et si j'ai 4 modalités de réponse, tout simplement j'aurai 4000 réponses pour cette question-là. Et donc il faudrait faire un retraitement de codage de cette question pour la scinder en sous-questions si j'ai envie de la traiter statistiquement. Donc pour les questions polytomiques les plus utilisées, donc aussi il y a un code lorsqu'on met des rangs, c'est-à-dire là nous avons une seule réponse possible, lorsque nous avons des rectangles, nous avons plusieurs réponses possibles. Comme j'ai dit, nous proposons beaucoup de modalités et je pourrais toujours rajouter le autre comme nouvelle modalité à condition de la recoder par la suite pour devenir une modalité à part entière.
Deuxième type de questions le plus utilisé dans le questionnaire, ce sont les questions à échelle. Alors, je vais commencer par l'échelle de Likert. Alors, l'échelle de Likert, de son auteur Rensis Likert, c'est une échelle de 5 points avec point neutre. Lorsque je dis avec point neutre, c'est-à-dire nous avons une valeur refuge, une valeur moyenne ou une valeur neutre, si jamais le répondant n'a pas véritablement d'affirmation à nous donner. Et donc, ce sont des questions allant de 1 à 5, de pas du tout jusqu'au tout à fait, d'étoiles, et donc nous pouvons la répertorier comme nous voulons, nous pouvons la concevoir comme nous voulons. L'essentiel, c'est que ce soit 5 modalités allant de 1 à 5 pour qu'on puisse la coder dans un deuxième temps. Mais aussi, il y a des formes plus étroites ou plus étendues de la forme initiale de Rensis Likert, c'est-à-dire des échelles de type Likert à 3 points, ou alors des échelles de type Likert à 7 points ou à 9 points si nous le souhaitons. Parfois, on utilise le terme Likert pour toutes les formes de questions, mais en tout cas, moi, je recommande d'utiliser la forme échelle de Likert lorsqu'il s'agit de 5 points, mais lorsqu'il s'agit de 3, de 7 ou de 9 points, là, on l'appelle plutôt échelle de type Likert, puisque le premier jour, Likert l'a proposé à 5 points. L'échelle sémantique différentielle. Alors, l'échelle sémantique différentielle, qui est aussi appelée l'échelle de Osgood, c'est une échelle où j'ai deux modalités extrêmes. Lorsque je ne suis pas dans la dichotomie, mais j'aurais envie de graduer les options. C'est-à-dire, ce n'est pas oui ou non, mais ce sont des nuances. Il peut tendre vers le oui ou il peut tendre vers le non. Et donc, c'est une question qui regroupe deux formes d'échelle, l'échelle dichotomique et l'échelle de Likert, ou de type Likert, ou de tout type d'échelle. C'est-à-dire, je mettrai deux modalités, économique ou cher, facile, compliqué, rapide ou lent, si nous parlons d'un service par exemple, et je mettrai le répondant devant ces modalités-là. Quelle est l'utilité de cette question? C'est lorsque, dans la vie de tous les jours, ou dans la réalité, le répondant est face à un choix entre deux alternatives. Lorsque le répondant est face à deux alternatives, il ne faut pas poser une question de type Likert pour chacune des alternatives, mais il faudrait mettre les deux alternatives en même temps et demander au répondant de tendre vers l'une ou vers l'autre. À l'intérieur, je pourrais mettre des échelles de type Likert ou de type Stapel, avec point neutre, sans point neutre. En tout cas, le choix de la structure du question, c'est vous qui le faites, il faudrait juste le défendre. Nous avons l'échelle de Stapel. Alors, l'échelle de Stapel, c'est une échelle généralement d'un nombre de points un peu plus grand que l'échelle de type Likert, mais où nous n'avons pas véritablement de points neutres. L'échelle de Stapel, généralement, elle est de 10 points. Elle force plus ou moins le répondant à prendre une position. Soit il sera du côté positif, soit il sera du côté négatif, mais rien n'empêche de proposer de 1 à 10, ou alors moins 5 à plus 5, ou alors on pourrait proposer les modalités que nous souhaitons. Et donc, l'intérêt de cette question-là, ou de cette échelle, c'est lorsque nous voulons forcer le répondant à prendre une position, et lorsque nous avons peur que la majorité des répondants soient regroupés dans la modalité neutre. Parce que si nous avons la majorité qui est regroupée au niveau de la modalité neutre, là nous aurons un problème.